Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une série de documents sur Fanling, un district des nouveaux territoires à Hong Kong, qui, à première vue, peut sembler assez ordinaire. C'est vrai. Mais notre mission, en épluchant ces sources, c'est vraiment de déterrer les histoires qui se cachent juste sous la surface. On va parler de survie, de code d'honneur, de foi, des récits qui ont vraiment façonné cet endroit. Et ça commence dès le nom, en fait. Fanling n'a pas toujours été Fanling, c'est un détail, mais il en dit déjà très long. Ah bon? C'était quoi alors avant? Le nom le plus ancien qu'on lui connaisse, c'est Adzok Sek. Ça se traduit par le mur des pieds et des corbeaux. Un nom purement descriptif, basé sur la faune locale. D'accord, le mur des pieds et des corbeaux, c'est assez poétique. Et comment on passe de ça à Fanling? Alors, le changement, il s'opère sous la dynastie Ming. Le lieu est rebaptisé Fan Pekleng, la colline aux murs poudreux. Moins poétique du coup? Beaucoup moins, mais très pragmatique. En construisant leur maison, les villageois ont découvert une terre blanche, un peu poudreuse, parfaite pour la construction. On passe d'une observation de la nature à une ressource. D'accord, je vois. C'est le début d'une relation différente à la Terre. Exactement. Et c'est sur cette terre que vont s'établir deux clans qui vont laisser une empreinte indélébile. Le clan Pink, présent depuis plus de 700 ans, et le clan Tang, qui est l'un des plus puissants de toute la région. Alors justement, parlons-en. S'installer il y a des siècles là-bas, ça devait pas être simple. Les sources parlent de piraterie, de banditisme. Comment est-ce que ces clans ont fait pour survivre et même prospérer dans un environnement aussi hostile? Ça commence par des bons murs, j'imagine. Ça commence pas des murs, oui, mais ça va bien au-delà. Prenez le clan Pang et leur village fortifié Fanling Wei. Quand ils le construisent sous les Ming, ils ne se contentent pas d'élever une muraille, c'est tout un système. C'est-à-dire? Ils installent des canons sur les remparts, ça c'est assez classique, mais en même temps, ils creusent de grands étangs tout autour du village. Attendez, des canons et des étangs à poissons. Ça semble être deux univers complètement différents. L'un pour la guerre, l'autre pour la vie quotidienne. C'est là toute l'ingéniosité du système. Ces étangs n'étaient pas que pour l'élevage de poissons, même si c'était vital pour se nourrir. Ah, d'accord. Ils servaient avant tout de douve, un obstacle naturel redoutable contre les assaillants. C'est une fusion parfaite entre la stratégie militaire, la subsistance économique et, Le feng shui, je parie. exactement, même les principes du feng shui, où l'eau est un symbole à la fois de richesse et de protection. C'est du 3 en 1, quoi. C'est fascinant, cette fusion entre le pratique et le symbolique. Si un visiteur se rend à Fanling Way aujourd'hui, on peut encore voir des traces de ça? Les douves, les canons? Oui, tout à fait. Les étangs sont toujours là, on peut les voir, ils sont encore utilisés. Quant aux canons, bon, les originaux ont disparu, mais des répliques ont été installées pour rappeler cette histoire. C'est un lieu qui se visite et qui raconte vraiment cette intelligence de la survie. D'accord. Donc, si le clan Pang était dans l'ingéniosité polyvalente, comment le clan Tang, réputé plus puissant, a abordé la défense? Ils ont poussé le concept encore plus loin. Ils l'ont poussé à son paroxysme, mais avec une psychologie différente. Leur forteresse, Kunlong Wai, construite bien plus tard, en 1744, est une vraie leçon de défense en profondeur. Ah oui. Elle est tellement bien préservée et la vie privée de ses habitants tellement respectée qu'elle reste fermée au public. Mais les descriptions qu'on en a sont incroyables. Qu'est-ce qui la rendait si spéciale? Alors, imaginez une double portrait. Vous passez une première porte, puis une seconde, toutes les deux en fer, enchaînées. Les murs en granit sont percés de meurtrières, il y a des tours de guet, mais le vrai bijou de leur système, le détail qui tue, c'est une structure appelée Tong Chang, qui se trouve juste derrière la seconde porte. Un Tong Chong. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mur-écran, un mur plein qui bloque complètement la vue vers l'intérieur du village une fois que vous avez passé la porte. Ah, d'accord. Pour la discrétion. Pour la discrétion, mais pas seulement. Son but était double. D'abord, un but pratique, oui, empêcher des espions de voir qui entre, qui sort, ce qui se passe. Et ensuite, un but spirituel, lié au feng shui, bloquer le passage aux mauvais esprits qui, selon la croyance, ne se déplacent qu'en ligne droite. On dirait presque de la paranoïa. Est-ce que cette peur des espions et des mauvais esprits était justifiée? On a des récits qui confirment que ces menaces étaient bien réelles au quotidien. Absolument. L'époque était instable, les rivalités entre clans pouvaient être sanglantes, et les bandits étaient une menace constante. Cette architecture, elle n'est pas née de rien, elle est la réponse matérielle à une peur bien réelle. Je comprends. D'ailleurs, comme pour Fanling Wai, Kunlung Wai était entouré de douves, mais aujourd'hui, elles ont été comblées. Et remplacé par quoi? Un parking pour les résidents. Quand même.
L'image du parking à la place des douves est saisissante. Ça me fait penser que la survie physique, c'est une chose. Mais une fois en sécurité, comment ces clans assuraient leur cohésion sociale? Quelle était la colle qui les maintenait unis? C'est une excellente transition. Pour ça, il faut quitter les murailles et entrer dans le cœur spirituel du clan, la salle des ancêtres. Et celle des Tang, la salle des ancêtres de Tang Changling, est un véritable livre d'histoire. De l'extérieur, c'est déjà un bâtiment magnifique, classé monument historique, mais les vrais secrets, les codes du clan, sont à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on y trouve de si particulier? Le détail le plus frappant et le plus audacieux se trouve sur les tablettes ancestrales. Celle du patriarche de la deuxième génération, Tang Tsuming, et surtout de son épouse, la princesse Zhao, qui était une descendante directe d'un empereur Song. D'accord. Leurs tablettes sont ornées de têtes de dragons sculptés. Un dragon. Mais dans la Chine impériale, le dragon, c'était pas le symbole exclusif de l'empereur. C'est comme si un simple citoyen aujourd'hui mettait le sceau présidentien sur sa boîte aux lettres. Il ne jouait pas avec le feu. C'est exactement ça. C'était une déclaration politique incroyablement audacieuse. En théorie, c'était un crime passible de la peine de mort. Et alors? Mais les Tang ont fait un calcul. Le pouvoir impérial était loin, à Pékin. Hong Kong était une périphérie. En affichant ce symbole, ils affirmaient leur lignage royal, leur statut à part, et envoyaient un message très clair aux autres clans de la région. Nous ne sommes pas comme vous. Nous descendons des empereurs. C'était du prestige gravé dans le bois. C'est une histoire de gloire, de fierté. Mais les sources mentionnent une autre tablette, dans un coin de la salle, qui raconte une histoire bien différente, plus sombre. Oui, celle de Tang Ximeng. C'est une histoire de sacrifice qui nous plonge dans les dilemmes moraux de l'époque. Sous la dynastie Ming, une figure d'autorité pour lui est enlevée par des pirates qui exigent une rançon. Et la famille ne peut pas payer. Non, ils n'ont pas les moyens. Alors Tang Ximeng prend une décision radicale. Il se propose comme otage en échange de la libération de la personne enlevée. Les pirates acceptent. Une fois l'échange fait, il se suicide. Quel acte! Mais vous avez dit une figure d'autorité. C'est un peu vague. Qui a-t-il sauvé exactement? Et c'est là que ça devient fascinant, parce qu'il y a deux versions de l'histoire. Les archives officielles de l'Empire disent qu'il a sauvé son père. D'accord. Cette version met en avant la piété filiale, une valeur confucienne fondamentale. C'est l'histoire officielle, si vous voulez. Et la deuxième version? La tradition orale, celle qui s'est transmise au sein du clan, à Fanling, prétend qu'il a sauvé son maître. Ah, ce n'est pas un détail. Non, ça change tout. Cette version met en avant une autre valeur haute, la loyauté absolue, non pas à la famille, mais à la hiérarchie interne du clan. On voit ici une tension entre le code moral de l'Empire et le code d'honneur du clan. Pourquoi y aurait-il deux versions? Est-ce que l'une est vraie et l'autre une sorte de propagande? C'est difficile à dire. Les deux pouvaient être vrais dans leur propre contexte. La version du père servait de modèle moral pour tout l'Empire. La version du maître renforçait la discipline à l'intérieur du clan. Quoi qu'il en soit, son sacrifice a été reconnu. Il a été honoré comme un sage local et sa tablette a été placée dans la salle des ancêtres. Son histoire est devenue une leçon de morale, mais aussi un rappel brutal de l'insécurité de l'époque. On a donc ces clans puissants, les Pang et les Tang, structurés par la défense, l'honneur, le lignage. Un système très traditionnel. Mais les sources nous parlent d'un autre village, à Fanling, qui ne ressemble à aucun autre. Que se passe-t-il quand un système de croyances totalement différent vient s'installer juste à côté? C'est l'histoire de Shong Kim Tong. Et ce village est une véritable anomalie dans le paysage des nouveaux territoires. Il a été fondé au tout début du XXe siècle, en 1905, par un groupe de chrétiens de l'ethnie Hakka. Des chrétiens Hakka. Donc vous avez ces clans cantonais, établis depuis des siècles, qui pratiquent le culte des ancêtres, et voilà qu'un nouveau groupe arrive, avec une autre ethnie, une autre langue, une autre religion. Ça n'a pas dû se passer sans heurts. Du tout, les sources indiquent qu'ils ont fait face à beaucoup d'hostilité de la part des clans voisins. Ils étaient vus comme des étrangers, des intrus, mais ils ont persévéré. Et ils ont construit leur communauté sur des principes radicalement différents. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est une forme de substitution idéologique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Evelyne? Le joyau caché de Shengimtang, ce n'est pas quelque chose qu'on y trouve, mais quelque chose qui y est absent. Le village a une belle église, un centre communautaire, des écoles. Mais il n'a pas de salle des ancêtres. c'est énorme. Ils ont littéralement enlevé la pièce maîtresse du système de clans. Exactement.
La foi chrétienne a remplacé le culte des ancêtres comme ciment de la communauté. La cohésion n'est plus basée sur les liens du sang et le lignage, mais sur des valeurs spirituelles partagées. C'est une histoire incroyable de résilience, de création d'une nouvelle identité pour un groupe qui était, à l'époque, marginalisé. Ils ont construit leur propre forteresse, non pas avec des murs de granit, mais avec la foi. Alors, en rassemblant tous ces récits, les douves, les dragons sur les tablettes, le sacrifice pour le maître, l'église sans salle des ancêtres, que signifie tout cela aujourd'hui? Ce sont des histoires fascinantes, mais est-ce que ce ne sont que des reliques d'un passé révolu? C'est la question centrale. Et la réponse est non. Car ces récits s'inscrivent dans un paysage qui est aujourd'hui le théâtre d'un conflit très moderne. C'est-à-dire? On a parlé des douves devenues un parking. C'est un symbole simple. Mais le problème est bien plus profond. Des bâtiments historiques, comme la Villa Cheklo, un manoir magnifique, sont au cœur de batailles juridiques complexes entre les descendants qui veulent le vendre et les défenseurs du patrimoine. Classique, malheureusement. Oui, mais le plus grand défi, c'est la pression du développement à grande échelle. Il y a par exemple le projet de la nouvelle zone de développement de Fondling Nord. Ça sonne massif. C'est un projet gouvernemental colossal, financé par des milliards de dollars qui prévoit des dizaines de milliers de logements pour répondre à la crise du logement à Hong Kong. Sur le papier, c'est une nécessité, mais dans la pratique, une partie du tracé menace de raser des villages non classés. Dont les habitants sont les descendants directs des clans dont on vient de parler. C'est ça. Les descendants des gens qui ont bâti ces ingénieuses forteresses se retrouvent à livrer une autre bataille. Non plus contre des pirates, mais contre des bulldozers. C'est fou, le débat oppose directement un besoin social urgent, le logement, à une histoire vivante incarnée par ces communautés. Tout à fait. Les joyaux cachés d'aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les murs Tangchung ou les tablettes. Ce sont ces points de friction, ces dilemmes. Ils nous forcent à reconnaître que l'histoire d'Hong Kong est bien plus profonde et complexe que son seul passé colonial. Elle est enracinée dans ces cultures claniques qui luttent aujourd'hui pour leur survie face à une modernité dévorante. En résumé, notre exploration des sources Fandling nous a fait voyager des stratégies de survie physique des clans à leur code d'honneur interne, puis à l'émergence d'une communauté basée sur une foi alternative. Chaque histoire nous a révélé une facette de la manière dont une communauté se construit et perdure. Oui, les récits de Fondling nous montrent comment une identité se forge à travers trois piliers, la défense, l'honneur et la croyance. Et alors que le développement moderne efface à toute vitesse les traces physiques de ce passé, le vrai défi, c'est pas seulement de préserver des bâtiments, mais de comprendre les systèmes de valeurs qu'ils représentaient. Et peut-être que la question que ces sources nous laissent pour y réfléchir, c'est la suivante. Dans un monde qui change tout le temps, comment une société décide de ce qui constitue ses fondations non négociables? Face aux pressions d'aujourd'hui, quel principe de Fondling devrait prévaloir pour son avenir? Le pragmatisme du clan Pang, le fier héritage du clan Tang ou la résilience de la communauté de Chungim Tong?